très heureuse d'être là et j'aimerais commencer par vous raconter une anecdote personnelle et vous emmener dans la cuisine de mon enfance. Je viens d'une famille juive marocaine où la nourriture était absolument omniprésente. Elle était présente dans les assiettes, sur les tables, dans les esprits, dans les conversations, présente de façon terrienne, mais aussi de façon symbolique, parce que la nourriture, dans la religion juive, est très présente dans les épisodes bibliques et dans les fêtes religieuses, et on convoque beaucoup la nourriture pour fêter les traditions. Et moi, quand j'étais petite, j'observais ça avec avec beaucoup de curiosité et ça m'intriguait énormément. Et l'une des choses que je remarquais, c'était que dans ma famille, il y avait d'un côté, les femmes qui s'agitaient, qui fourmillaient en cuisine pour préparer la cuisine aux hommes, et de l'autre, c'était une famille vraiment très très caricaturale, c'est toujours d'ailleurs, de l'autre, les hommes assis confortablement sur le canapé en train de parler politique. Et les femmes qui se demandaient qu'est-ce qu'elles allaient préparer à leur mari. Et est-ce que tu lui as mis un peu de viande? Il n'a pas assez mangé, ton mari, il a maigri, redonne-lui un peu de viande. Voilà, c'était ça. Et entre elles, souvent, mes tantes, ma mère, ma grand-mère, se donnaient des conseils pour ne pas manger ou pour maigrir. Donc j'assistais à ça, je trouvais que c'était quand même assez étrange. Et chaque année, il y a une fête qui s'appelle Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An juif. Et la tradition veut que pour cette fête, on trempe des quartiers de pommes dans du miel. C'est absolument délicieux. Franchement, n'attendez pas le Nouvel An pour goûter ça, c'est vraiment un délice. C'est un rituel symbolique pour se souhaiter une année aussi douce qu'une pomme trempée dans le miel. Et dans ma famille, il y avait un rituel caché dans ce rituel, et j'ai observé que dans d'autres familles qui fêtaient cette fête, c'était le cas aussi. Une fois les prières terminées, une fois que les hommes étaient retournés à leurs discussions politiques très sérieuses, les femmes et les enfants, dont je faisais partie, ramenaient les assiettes et la vaisselle à la cuisine. Et on poursuivait la discussion dans la cuisine en terminant ce qui restait de morceaux de pommes et en terminant le pot de miel, en allant chercher les pommes dans le pot de miel. Et si un homme entrait dans la cuisine par hasard, on se figeait et on se justifiait la bouche pleine en disant « Non, non, on n'est pas en train de gloutonner, on augmente juste la dose de douceur pour l'année qui s'ouvre. » Et cette anecdote, elle est rigolote et joyeuse, mais elle illustre de façon assez joyeuse l'une des intuitions qui guide le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Mangeuse, qui est une enquête sur les femmes dans leur rapport à la nourriture, aujourd'hui et dans le passé. C'est un drôle de paradoxe. Manger, pour les femmes, c'est très souvent un acte qui se fait en cachette, qui est teinté de culpabilité et où le plaisir doit en permanence se justifier. Au départ, quand j'ai commencé à enquêter pour ce livre, j'ai lancé un appel à témoignages très général. J'ai demandé à des femmes de différents âges, de différents milieux sociaux, de me raconter leur rapport à la nourriture. Mon appel était vraiment très ouvert. Je leur ai demandé de me parler de leur rapport joyeux, convivial, gourmand ou plus tourmenté à la nourriture. Et j'ai reçu énormément d'appels, beaucoup de réponses, qui toujours commençaient par la même phrase « Moi, je vous préviens, je vous appelle parce que j'aime bien parler de nourriture et il paraît que c'est sympa de parler avec vous de tout ça, mais je vous préviens, j'ai aucun problème avec la nourriture. Je me fiche la paix là-dessus depuis pas longtemps ou depuis toujours. En tout cas, je n'ai pas de problème. » C'était comme une façon de tout de suite montrer patte blanche en disant « Je vous préviens, moi, je ne me torture pas avec ça. » Et en fait, après quelques minutes de discussion où j'avais même pas vraiment besoin de poser des questions, le vernis craquait et très vite, ces femmes, puisque je n'ai interrogé que des femmes, j'ai vraiment mené l'enquête sur les femmes, ces femmes me parlaient des régimes souvent torturants qu'elles avaient pratiqués dans leur passé ou alors très récemment, ou alors elles sortaient un papier de leur tiroir en disant « Oh, hier j'ai mangé 600 calories, mais c'est parce que la veille j'avais mangé 6000 calories. » Voilà. Donc, en fait, je me rendais compte que cette façon de me dire qu'elles n'avaient pas de problème, ce n'était pas forcément un mensonge, mais c'était une façon soit de banaliser les régimes qu'elles avaient pu faire, en tout cas, elles avaient un rapport très souvent tourmenté à l'assiette. C'est là que j'ai décidé de mener une deuxième enquête, historique cette fois, pour comprendre comment s'était fabriqué ce rapport si fréquent de culpabilité dans le rapport des femmes vis-à-vis de la nourriture. J'avais un pressentiment,
j'avais l'intuition que ça n'était pas récent et que ça ne datait pas, comme on le croit souvent, des magazines féminins des années 70. En fait, après avoir mené cette enquête, je vous le dis, la représentation des femmes qui mangent, perçues comme dangereuses, remonte à l'Antiquité. On peut commencer l'histoire avec Pandore, qui est la première femme humaine de la mythologie grecque et qui est décrite comme une gastère par Hésiode, celui qui raconte l'histoire de Pandore. Hésiode dit que Pandore était un corps absolument merveilleux, une femme merveilleusement belle, extraordinairement gracieuse, mais qui cachait à l'intérieur de son ventre un ventre de chienne. Et Hésiode dit « Attention, méfiez-vous les hommes, elle va vider vos provisions ». Voilà, donc c'était vraiment la menace. Elle va vider le garde-manger des hommes. Sous-entendu aussi, puisque le péché de luxure et de gourmandise ne sont jamais très loin, sous-entendu, elle va aussi vider vos provisions sexuelles, votre énergie sexuelle. Dans les mythes, les femmes qui assument leur appétit deviennent toujours des monstres. Charybde, la figure terrifiante de la femme béance qui aspire les marins dans un tourbillon infernal. On a aussi Scylla, qui est un monstre marin à 6 têtes qui mange 6 hommes par jour. Et c'est la même chose du côté du globe. J'ai trouvé dans la mythologie japonaise une femme qui s'appelle Yamamba, qui ressemble beaucoup à Pandore. C'est une sorcière des montagnes qui est extraordinairement belle elle aussi, très très douce, et qui en fait ne mange pas. Et elle correspond pile poil au désir d'un vieil homme qui, dans ses rêves la nuit, rêve de tomber sur une femme qui ne mange pas, qui ne parle pas, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, donc il ne peut pas beaucoup la nourrir. Donc il rêve d'avoir cette femme, et cette femme merveilleuse, cette sorcière des montagnes, toque à sa porte et elle ne parle pas, elle ne mange pas. Sauf que Yamamba, cette femme japonaise, quand son mari a le dos tourné, qui va se coucher, elle a à l'arrière de ses longs cheveux une bouche immense et elle mange absolument toute la cuisine. Elle est capable de tout manger avec ça, et non seulement elle parle, mais en plus elle profère des insultes à longueur de nuit. Ça, c'est Yamamba. Côté occidental, on a Ève, évidemment, qui croque la pomme et qui, par ce geste, mène toute l'humanité au désastre. Alors, je me suis demandé, je me suis amusée, parce que c'était quand même assez rigolo, même si j'ai ri jaune, je me suis demandé comment, au fil des siècles, la gourmandise féminine était jugée. Et donc, la première question que je me suis posée, c'est dans la théologie, comment c'était considéré ? Au Moyen-Âge, c'est le moment où on commence à analyser la Bible, et les théologiens ont de nombreux débats pour savoir quels sont les péchés les plus graves. Et j'ai découvert qu'il y avait eu un débat justement entre théologiens pour savoir est-ce que la femme était plus vulnérable face au péché de gourmandise que l'homme. Alors pour la plupart des théologiens, évidemment, oui. La femme est évidemment perfide, c'est une erreur de la création, et elle est plus coupable que l'homme face au péché de gourmandise, puisque c'est elle qui, dans sa perfidie suprême, a tendu la pomme à Adam et a mené le monde au désastre. Alors c'est Thomas d'Aquin qui va trancher l'affaire, c'est lui qui a vraiment écrit un livre qui est encore aujourd'hui un livre de référence, et lui il tranche, il essaye de défendre les femmes en disant que ce n'est pas non plus une erreur de la création, elles sont simplement plus idiotes que les hommes, donc n'ayant pas accès autant que les hommes à la raison, elles sont incapables de se gouverner elles-mêmes. Et il explique, il se fonde sur Aristote, qui est le grand scientifique de l'époque, et il dit les femmes n'ont pas autant la capacité de se réguler puisqu'elles ne sont pas raisonnables, elles sont insatiables, elles sont pulsionnelles, donc il va falloir faire attention à la main qui va dans le pot de confiture, et donc il va falloir les réguler. Voilà pour Thomas d'Aquin. Alors après, j'ai continué à tourner les pages de ce grand livre d'histoire imaginaire pour voir comment les femmes étaient représentées dans leur rapport à la nourriture au fil des siècles. Impressionnant, ça ne bouge pas. Quelle que soit l'époque, les femmes sont représentées en train de servir, de cuisiner, mais jamais en train de manger, ou alors, si elles sont représentées en train de manger, c'est toujours soit pornographique, soit très érotique, soit très effrayant. Roland Barthes a fait le même constat que moi, donc quand je menais mon enquête, j'ai été
très heureuse de découvrir qu'il avait écrit et qu'il avait remarqué cela. Il a cette phrase incroyable où il dit dans toute la mythologie, l'immense mythologie que les hommes ont écrite sur l'idéal féminin, la femme n'est jamais représentée en train de manger. Elle cuisine, elle sert, mais elle ne mange pas. Et cette exclusion des femmes de la possibilité de manger, elle a été écrite noir sur blanc à chaque époque où, dans certaines civilisations, on a décidé de démocratiser la grande cuisine. Il y a eu plusieurs époques comme ça dans l'histoire, je ne peux pas toutes vous les raconter, mais dans l'Antiquité, il n'y avait pas encore la gastronomie, mais il y avait ce qu'on appelait la gastrosophie, la gastrologie. C'était des moments comme ça de l'histoire où on a décidé de fonder des écoles de cuisine pour démocratiser l'art de cuisiner et l'art de manger. Et les femmes ont toujours été exclues de cet art-là. Je fais une ellipse et je vais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au moment de ce qu'on appelle la gastronomie, enfin on appellera ça plus tard la gastronomie. Il faut se projeter pour comprendre ça un mercredi soir à Paris, sur les Champs-Élysées. On est chez un avocat qui s'appelle Grimaud de la Reynière, et ce jeune homme, qui est un avocat, un philosophe autoproclamé, réunit plusieurs fois par jour autour de lui des convives pour fonder ce qu'il appelle la civilité gourmande. Et son but est très clair. En fait, il en a marre de culpabiliser 3 fois par jour. Il en a marre qu'à chaque fois qu'il mange, on considère qu'il commet un péché. Donc il veut anoblir le glouton. Il veut qu'on arrête d'associer les images rabelaisiennes de gens qui s'empiffrent à la nourriture, mais qu'on associe quelque chose de beaucoup plus érudit, de beaucoup plus littéraire. Donc il se représente lui-même, il demande à des graveurs de le représenter avec des fourchettes et des assiettes, mais aussi des livres, des plumes, pour donner une dimension intellectuelle et érudite à la nourriture. Donc son but, c'est vraiment de déculpabiliser les gourmands. Sa règle d'or, c'est d'exclure les femmes de sa table. Les femmes sont absolument incapables de venir autour de lui pour participer à ce qu'il appelle l'éloquence gourmande. C'est vraiment ça qu'il a envie de créer. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que les femmes, alors on en est toujours au siècle, pourtant on est au XVIIIe siècle, mais on est aux mêmes sciences qu'Aristote, les femmes n'ont pas de raison, elles sont idiotes, elles sont incapables de s'élever et de goûter. Elles n'ont pas de palais. Elles ont des goûts d'enfants, elles n'aiment que le sucre. Il l'écrit noir sur blanc et Brillat-Savarin l'écrira aussi puisqu'il fait partie de la même clique. Donc les femmes sont incapables de manger sérieusement et de développer leur palais. Autre raison, les femmes sont appétissantes, excitantes, et elles risquent de déconcentrer les hommes dans cet art très sérieux qui consiste à manger. Donc pas de femme à table. Il l'écrit, je le cite, il dit « Le plus grand outrage que l'on puisse faire à un gourmand, c'est de l'interrompre dans l'exercice de ses mâchoires. » Et les femmes ont cette capacité. Donc, ciao les femmes. Pour moi, c'est un moment crucial où on a exclu les femmes de la possibilité de ne pas culpabiliser. Grimaud, par cet acte, a contribué, il n'est pas le seul, mais il a cristallisé quelque chose qui était déjà à l'œuvre depuis des siècles, laisser sur le seuil les femmes comme les enfants qui, selon lui, mangent avec le ventre et pas avec l'esprit. Et cette exclusion, on la constate encore aujourd'hui, on la voit notamment à travers les publicités où les femmes sont toujours représentées en train de manger de façon très sexualisée des mets sucrés, des cônes glacés, et elles ont des orgasmes en mangeant des cônes au chocolat, alors que les hommes savent apprécier la subtilité de la moutarde, du café, voilà. On le voit aussi dans la littérature pour enfants. J'aime bien citer un livre que ma mère lisait beaucoup, je ne sais pas si dans cette salle c'est le cas aussi, mais Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. La mère de la petite héroïne punit constamment la petite Sophie en lui faisant défiler sous les yeux des fruits confits parce qu'elle sait que sa petite fille adore ça et qu'elle sait qu'elle va y céder, et donc elle pourra la punir ensuite. Et la toute première phrase du roman des Malheurs de Sophie, c'est « Elle était gourmande, elle est devenue sobre ». Donc pour devenir une petite fille modèle, et on a plein d'exemples dans la littérature qui regorgent de ça, pour devenir une petite fille modèle et pour devenir une femme, il n'y a qu'un chemin,
passer de la pulsion à la restriction absolue. J'ai étudié plusieurs albums jeunesse où c'est encore le cas dans les années qui sont les nôtres. Cette incapacité des filles à s'éduquer sur le plan culinaire, à apprécier la grande cuisine, on la retrouve aussi dans la réalité sociale. Une sociologue qui s'appelle Anne Dupuis a mené une enquête dans les familles autour des plaisirs alimentaires et elle a prouvé que dès l'âge de 3 ans, les petites filles sont à la fois poussées à la gourmandise, parce qu'on considère que c'est leur nature profonde, donc on les pousse à la gourmandise pour qu'elles correspondent à leur nature, mais elles sont ensuite frustrées. Vraiment, c'est l'image de la main dans le pot de confiture et on tape sur les doigts. Alors que les petits garçons, au même âge, sont encouragés à la diversification de leur goût et à l'hédonisme. Et cette étude, elle vient confirmer une intuition que Françoise Héritier avait eue à la fin de sa vie. J'ai trouvé ça saisissant. Elle avait remarqué que dans différentes civilisations, on donnait plus de temps pour allaiter les petits garçons que les petites filles. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient des mères, hein, on les blâme pas pour ça. Mais on accorde plus de temps à allaiter les petits garçons. Et Françoise Héritier dit c'est une façon de distinguer deux races d'êtres humains. La partie à qui l'on dit, donc les petits garçons à qui l'on dit vos pulsions seront souveraines, et les petites filles à qui l'on dit la frustration sera votre lot. Je trouve cette phrase très forte. Je ne peux pas malheureusement développer tous les aspects de mon enquête ici ce soir, ce serait trop long, mais j'ai aussi étudié cette double injonction contradictoire dans l'histoire de la minceur, qu'on ne connaît pas très souvent. En quelques mots, ce que j'ai découvert, c'est que les femmes comme les hommes doivent être minces. C'est une injonction sociale, c'est une norme qui est là depuis l'Antiquité. On pense souvent qu'à certaines époques, c'était plus lâche, mais en fait, non. Depuis l'Antiquité, il y a cette norme sur les corps où on doit être mince, hommes et femmes. Mais les femmes ont une injonction supplémentaire, c'est d'être grosses à certains endroits du corps uniquement. C'est très pratique pour les régimes, hein, on adore ça. Les seins et les hanches. Parce que, Simone de Beauvoir le dit bien, il faut, pour une femme, signaler sa disponibilité sexuelle et procréative. Et donc avoir des seins et des hanches. On sait très bien, quand on est une femme et qu'on a fait un régime, que c'est archi compliqué de maigrir qu'à certains endroits. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on grandit avec toutes ces injonctions contradictoires, être gourmande pour rester fidèle à une prétendue nature féminine, mais se retenir pour être appétissante, ne pas avoir d'appétit? C'est là que je formule une autre intuition qui a été à l'origine de mon livre, particulièrement autour de l'anorexie, mais j'ai travaillé sur les différents troubles des conduites alimentaires. Je pense, c'est une intuition, une hypothèse que j'ai pu confirmer au fur et à mesure de mon enquête, que ces troubles des conduites alimentaires, et notamment l'anorexie, sont une forme de résistance contre une société qui nous enjoint à faire des choses qui sont absolument impossibles et qui sont irréalisables. Et j'ai étudié pour ça donc, les témoignages de nombreuses femmes et les écrits de Annie Ernaux, Geneviève Brisac, de différentes écrivaines, de Virginia Woolf, qui ont écrit et de Colette aussi, qui ont écrit sur leur anorexie. Et je trouve que c'est une facette de la littérature qui est souvent méconnue. Alors, je n'ai pas épuisé toute la question et je ne pourrai pas le faire ce soir, mais aujourd'hui, il me semble que s'interroger sur ces troubles, en tout cas, c'est d'abord écouter ces récits, autoriser les femmes à sortir du rôle de la femme comestible, comme l'appelle Margaret Atwood, pour utiliser leur langue, d'abord pour se raconter, pour se dire, et ensuite pour manger. Et puisque c'est une histoire écrite par d'autres qui nous a souvent rendus malades, c'est en réécrivant l'histoire à la première personne du pluriel que nous pourrons ensuite nous soigner, en inventant nos propres mots pour dire notre appétit de vivre, parfois notre colère, aussi notre puissance. Et la bonne nouvelle, c'est que cette réécriture a déjà commencé. Les femmes ne cherchent plus à rendre visibles les hommes en empruntant leur langue et en nourrissant leurs récits. Elles parlent de leur propre vécu et fondent à partir de cela une philosophie pour rendre leurs désirs visibles. La preuve ce soir avec ce festival qui s'ouvre. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.